Bonjour à toutes et à tous et merci de vous être connectés. Quelques mots rapides d'introduction. Je me présente aussi rapidement, Frédéric Martin. Je travaille comme consultant pour la FIEV dans le domaine des affaires publiques, mais j'ai aussi le plaisir d'animer un groupe de réflexion sur un des axes de la réflexion stratégique FIEV sur son avenir, dans lequel on discute de comment fonctionner au mieux et optimiser le fonctionnement de la FIEV en synergie avec les autres entités de la filière ou des filières connexes. Donc, il y a bien évidemment la PFA, mais il y a aussi l'UEMM, et c'est comme ça qu'on en est venu à- à demander à Caroline d'organiser ce séminaire, et je l'en remercie. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans le groupe de réflexion, assez naturellement, le sujet compétences et formation est venu sur la façon dont la FIEF pouvait attraper le sujet à l'avenir. Et certains ont posé la question, mais au fait, comment on travaille avec l'UEMM? Donc, j'ai eu à cette occasion l'occasion de dire que la PFA travaillait de longue date sur le sujet compétences et formations avec l'UIMM, et on s'est aperçu que c'était pas très connu d'un certain nombre d'adhérents de la FIEV, d'où l'idée de provoquer ce webinaire dont l'objectif est justement de vous informer de toutes les démarches qui sont faites au niveau de la PFA avec l'ensemble des parties prenantes, dont les pouvoirs publics, et que vous puissiez, à la fin, après un exposé de Pete et Caroline, poser les questions qui vous paraîtront pertinentes. Voilà, je vous passe la parole, Caroline, Pete. Oui, bonjour à tous. Donc, Caroline Cohen, je suis directrice emploi, formation, compétences à la PFA, donc la plateforme automobile, qui représente les 4000 entreprises automobiles françaises, donc les constructeurs, les équipementiers, les fournisseurs de l'automobile. C'est 360 000 salariés en France. Et moi, j'ai en charge les sujets emploi, formation, compétences. Et donc, l'objectif au niveau de la PFA, c'est de pouvoir définir avec l'ensemble de l'écosystème les axes stratégiques pour les années à venir sur le volet emploi, formation, pour répondre aux besoins en évolution des entreprises et la construction de projets collectifs, toujours sur ce volet compétences. Alors, en lien évidemment très étroit avec l'UIMM. Alors, l'UIMM, hein, vous connaissez tous, c'est notre branche professionnelle. Et donc, c'est eux, c'est cette organisation qui porte la convention collective, à laquelle une grande partie des entreprises de l'automobile sont rattachées. Ce n'est pas la seule organisation, c'est-à-dire que alors pour les entreprises de la FIEV, il s'agit bien de l'UIMM avec la convention collective de la métallurgie. Mais par exemple, pour les entreprises de plasturgie ou pour les entreprises de caoutchouc, ce sont deux autres conventions collectives et deux autres organisations professionnelles avec lesquelles nous travaillons pour déterminer le cadre social, c'est-à-dire toutes les dispositions qui vont être inscrites dans la convention collective et qui vont donner lieu également à des négociations de branches. Donc les négociations de branches se passent au sein des branches, c'est-à-dire au sein de l'UMM et au sein des autres conventions collectives que je viens de citer. Et nous alimentons en apportant notamment des éléments de diagnostic, mais nous travaillons quasiment quotidiennement avec l'UIMM pour toute la construction, enfin du moins pour toute la définition des axes stratégiques compétences donc de la filière auto et sur la construction de projets collectifs. Et bien entendu, nous sommes aussi dans le cadre de ces missions en lien très étroit avec les institutionnels, c'est-à-dire l'État, les collectivités territoriales, donc les régions, bref, l'ensemble de l'écosystème, qu'il soit aussi patronal et paritaire. Juste une précision, Caroline. En fait, j'ai discuté hier du sujet avec Charles Aronica. Il y a quelques adhérents de la FIEF qui ne sont pas à l'UIMM, Voilà, ne relevant pas directement d'activité de la métallurgie, mais justement, ça pourra être une des questions qui sera peut-être abordée en fonction des participants aujourd'hui, sur comment on peut, et là c'est une réflexion que la FIEF devra mener, comment on peut au mieux alimenter les adhérents de la FIEV, métallurgie et autres, avec tout ce que vous faites en termes d'information. Voilà. tout à fait. Et donc, moi, c'est Pete Amelot, donc directeur compétitivité à la PFA, donc en charge de ces sujets-là, et notamment les liens avec les PME TI de la filière.
Et en fait, on va démarrer la présentation. Et avec Caroline, on avait pensé, avant d'attaquer les sujets vraiment emploi compétences, de faire une rapide passe sur les enjeux de la filière, parce que c'est dans ce cadre de ces enjeux-là que se trouvent aussi les enjeux emploi compétences. Donc, on va démarrer. Toujours un peu de technique. Voilà. Merci, Pete. Donc, comme je dis, quelques mots sur les tendances et enjeux de la filière. Donc, vous savez, et d'ailleurs, dans tout ce que je vais vous raconter, je pense que la plupart des gens autour de la table, vous connaissez sans doute déjà, mais donc un petit rappel, c'est ce qu'on voulait faire. Donc, vous savez qu'il y a trois grandes disruptions en cours actuellement dans le secteur. Donc, c'est la transition écologique et énergétique. C'est d'ailleurs celle qui reçoit actuellement le plus d'attention. Il y a la transition numérique, à la fois sur sur le produit, mais aussi sur le process. Et il y a la transition sociétale, donc en fait le rapport de la société par rapport à la voiture. Et tout ça dans un contexte de concurrence internationale qui monte très fortement, et notamment celle de l'Asie et la Chine particulièrement. Donc, quand on regarde les grands enjeux donc, autour de ces trois disruptions, donc d'abord l'enjeu de décarbonation. Et donc, vous avez entendu parler de Fit for 55 au niveau européen. Et donc, ça veut dire qu'au niveau global de l'Europe, il est demandé que l'Europe baisse ses émissions de CO2, tous secteurs confondus, de 55% entre 1990 et 2030. Et cet objectif de moins 55% pour l'Europe se décline en objectifs par pays. Et pour la France, c'est moins 50%. Et donc, c'est ce qu'on voit à gauche en gris sur la slide. Et donc, où la France doit baisser de 50%, comme je dis. Et quand on compare à la situation 2022, c'est encore une baisse attendue de moins 34%, donc moins 138 mégatonnes, millions de tonnes de CO2 par an. Ça se décline ensuite en des objectifs par secteur. Et là, on voit le transport en bleu, où on était en fait depuis 90 plutôt vers une augmentation des émissions, même si ça baissait déjà un peu en 2022. Et ça, c'est notamment lié à l'augmentation des kilomètres parcourus, malgré le fait qu'on a bien travaillé l'efficacité des véhicules. Quand on augmente le nombre de kilomètres, finalement, on arrive quand même à une augmentation des émissions de CO2 pour le secteur. Maintenant, l'objectif pour 2030, ça représente une baisse attendue d'environ moins 30% par rapport à 2022. Donc ça, c'est un peu le cadre de ce qui est attendu en France. Quand on regarde au niveau européen, vous avez entendu aussi du fameux ban de véhicules thermiques en 2035. Et donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est d'abord, en jaune, c'est la baisse des émissions de CO2 moyenne par véhicule vendu en Europe. Et donc, c'est mesuré sur un cycle NEDC. Donc, c'est un cycle particulier sur lequel on teste les émissions, à la fois de CO2, mais aussi des polluants. Et on a changé de cycle en 2020. Donc, maintenant, c'est ce qu'on appelle le cycle WLTP, qui correspond un peu mieux à la réalité de la conduite des vrais conducteurs. Donc, on était à 114 grammes par kilomètre en 2021. Enfin, j'ai pas marqué le chiffre 2022 ou 2023, mais on pourrait le faire. Et par rapport à la situation 2022 de 110, déjà, c'était un objectif. Il est maintenant attendu de baisser ses émissions de moins 100% en 2035. Donc, c'est le fameux ban, le fait qu'on ne pourra plus vendre des véhicules thermiques à carburant fossile. Mais il y a des objectifs intermédiaires aussi, donc de moins 15% en 2025, c'est l'année prochaine, et moins 55% en 2030. Et en fait, l'objectif de moins 15% en 2025, il s'avère déjà très ambitieux. Et donc, et ça attire déjà beaucoup d'attention de la part de la filière pour essayer d'atteindre ces objectifs au niveau européen. Quand tu veux. Oui, quand je reviens au niveau français,
Donc là, c'est à gauche, vous voyez l'historique du mix énergétique, c'est-à-dire la part des ventes des moteurs thermiques, enfin des véhicules à moteur thermique en jaune, la part des ventes des PHEV, donc les hybrides rechargeables, et BEV, donc véhicules 100% électriques en vert. Donc l'historique à gauche, hein, donc on voyait déjà une augmentation jusqu'à 13% en 2022. Ben, en fait, là, on aurait pu le réaliser aussi en 2023 et ça tournait autour de 16-17%. Au même temps, d'ailleurs, la hauteur des barres, ça représente le marché. Donc, vous voyez bien que le marché avait bien baissé en 2022, 2020, enfin, et donc on a du mal à rattraper les niveaux de marché d'avant la crise. Mais quand on se projette dans le futur jusqu'à 2030, et c'est des projections de la part du SGPE, donc le secrétariat général à la planification écologique, et donc, pour atteindre les objectifs qu'on a vus auparavant de baisse des émissions de CO2 pour le transport, ça veut dire qu'en 2027, donc ça c'est la fin de la période du constat stratégique de filière, il faudra être à 42% des ventes en BEV, et en 2030, ça veut dire 2 tiers des ventes dans cette motorisation-là. Donc ça montre déjà un peu les objectifs ambitieux. Maintenant, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Et là, vous voyez les parts de marché de nouveau de véhicules électriques, 100% électriques, et c'est les couleurs foncées. Donc en gris foncé, c'est la situation 2023 sur les 5 premiers mois. Et en vert, c'est la situation 2024 aussi sur les 5 premiers mois, donc de janvier à mai. Donc, quand on regarde au niveau de l'Europe, en fait, entre 2023 et 2024, on voit une légère baisse des parts de marché des BEV et une part de marché des PHEV relativement stable. Quand on regarde au niveau de la France, là, on voit encore une légère progression de 2,5 points de part de marché de BEV et un léger déclin des parts de marché de PHEV. Mais quand on regarde ensuite d'autres pays, parce que là, on montre les 7 pays majeurs en termes d'immatriculation en Europe. Quand on regarde d'autres marchés, notamment l'Allemagne, l'Italie, la Pologne et l'Espagne, on voit vraiment que le BEV a du mal à progresser, voire il a bien reculé en Allemagne. Je pense que vous connaissez la situation avec l'arrêt des subventions au mois de décembre 2023. Donc, ça montre toujours que en fait, les objectifs sont très ambitieux et pas seulement en 2035, mais aussi pour 2025 pour atteindre déjà cette baisse de moins 15% par rapport à 2021. Oui, Pete, peut-être Oui. une remarque importante par rapport à l'objectif de la réunion d'aujourd'hui où on se concentre sur compétences, formation. Vous entendez tous, et Pete l'a mentionné, vous entendez tous dans les médias ou dans vos entreprises parler d'un certain nombre de gens qui doutent de la trajectoire électrification. Ça ne change strictement rien au fait que de toute façon, quand on se place sur le champ des compétences, il y a besoin de cette bascule, absolument, et à horizon visible. De toute façon, même si le volume des ventes devait être un peu inférieur à la trajectoire estimée auparavant, ça ne changera strictement rien sur le besoin en matière d'appel de compétences. Donc, je pense que par rapport à l'objectif d'aujourd'hui, c'est important de le rappeler. Oui. Le deuxième enjeu, c'est autour de la compétitivité et la souveraineté. En fait, là, vous voyez à l'écran l'évolution de la production de véhicules dans 3 pays. Donc, l'Allemagne en noir, l'Espagne en orange et la France en bleu. C'est les 3 pays majeurs en termes de production en Europe. Et en fait, même avant la crise, on voit bien que la France avait déjà bien décliné en termes de véhicules produits entre 2000 et 2019. Hein, donc, un tiers déjà, entre guillemets, de perdu. Maintenant, depuis la crise, là, on voit encore la situation de 2019. Bien entendu, tous les marchés, tous les pays avaient baissé fortement en termes de production en 2020, pardon, et remontent
de façon très différente, en fait, la pente. Donc, l'Allemagne, en 2023, était encore à moins 17 par rapport à la situation 2019, l'Espagne, moins 13, mais la France, c'est toujours un tiers de moins par rapport à 2019. Hein, donc, et on voit ensuite, le Royaume-Uni a du mal aussi, vraiment du mal à remonter, et puis la République tchèque a retrouvé à peu près ses niveaux d'avant la crise. Tout ça, c'est lié aussi en partie à des modèles qui ont été transférés, hein, donc de la production de Clio et de 208 ou 2008, qui étaient encore partiellement en France en 2019, ont été délocalisés en Espagne ou en Slovaquie. Hein. Donc ça contribue aussi très fortement à ce déclin pour la France. Donc, vous savez, enfin, le véhicule électrique, il comprend la chaîne d'extraction est entièrement différente d'un moteur thermique. Et maintenant, on a trois gros composants. Ce qui sont la batterie avec ses modules, enfin, ses cellules et ses modules. Enfin, il y a un pack autour. Et puis, un pack, l'assemblage de différents modules en pack. Et puis, avec un casing autour. Puis, le système de gestion de la batterie. Deuxième gros composant ou famille de composants, c'est autour des moteurs électriques et des transmissions. Et troisièmement, c'est l'électronique de puissance, avec les trois modules majeurs que vous voyez là. Donc, ça montre qu'en fait, toute cette chaîne de valeur est entièrement différente. Et donc, là-dessus, il faut attirer des investissements, il faut investir dans ces nouvelles chaînes de valeur pour essayer comme le disait Frédéric aussi, tout ce qui sera perdu du côté moteur thermique, qu'on le redéveloppe sur la partie électrique. Et donc, très rapidement, je pense que vous avez déjà vu cette carte auparavant, on montre quelques grands projets d'investissement en France sur ces nouvelles chaînes de valeur, hein, donc que ce soit dans les gigafactories sur lesquelles vous avez déjà entendu beaucoup de choses, sur les moteurs électriques, donc notamment la reconversion des sites de Cléon et de Trémery. Il y a des grands projets dans l'électronique de puissance avec ST et Soitec. Il y a des investissements aussi dans l'extraction de matières premières, et notamment le lithium, etc. Et aussi des grands investissements sur l'hydrogène. Mais bien sûr, il faut continuer tout ça parce que, en parallèle, il y a des pertes d'emplois sur la partie thermique. Et ensuite, c'est Caroline qui va prendre la parole après les derniers éléments maintenant sur les emplois compétences. Bon, Caroline a mentionné qu'il y a à peu près 360 000 emplois dans la filière automobile, enfin amont, donc la filière industrielle en France. Vous voyez la répartition entre constructeurs, équipementiers, etc. À l'écran. Je ne vais pas passer les chiffres là dans le détail. Et à droite, c'est une estimation de la répartition de ces emplois sur les différentes régions en France. Si on zoome maintenant, si on regarde de façon historique sur l'évolution de ces emplois, même déjà depuis une décennie, on voit bien un déclin assez important hein, de 70 000 emplois perdus, une réduction depuis 2012. Et on voit ça notamment dans la partie, ce qu'on appelle le cœur de filière. En fait, ça correspond au code NAF, les 4 codes NAF qui sont 100% automobiles. Donc, c'est les constructeurs, les équipementiers et les carrossiers. Et donc, ils représentent un déclin annuel moyen de 2,8%, ce qui est assez important. Là aussi, pour rejoindre ce que disait Frédéric, ici à l'écran, on voit l'intensité emploi par type de motorisation. C'est-à-dire, en fait, ça décrit le nombre d'emplois qu'il faut pour construire un moteur, pour construire 1000 moteurs, pardon. Et donc, on voit pour le diesel qu'il faut en moyenne 21,6 emplois. Et pour un VE, avec sa batterie, il n'y a que 13,2 emplois de nécessaires. Donc, on voit bien la tendance derrière, donc la nécessité d'emploi qui est fortement réduite sur les véhicules électriques. Et là, pour en terminer,
juste un petit rappel des différents défis pour réussir cette transition énergétique. Il faut soutenir les clients parce que là, on le voit toujours dans les différents pays qui arrêtent les subventions d'achat pour les véhicules électriques, que très rapidement, en fait, les ventes de véhicules électriques baissent. Il faut soutenir les clients au niveau des réseaux pardon, j'ai du mal ce matin, les infrastructures de recharge. Ensuite, il faut soutenir les projets d'investissement, on l'a vu aussi dans cette nouvelle chaîne de valeur. Il faut sécuriser l'accès aux matières premières et les matériaux stratégiques. Il faut essayer au maximum de protéger l'industrie européenne pour lui donner le temps de s'adapter à ces nouvelles chaînes de valeur. Et ensuite, et ce n'est pas parce que c'est marqué en dernier sur la liste ici que c'est le moins important, bien au contraire, il faut accompagner les entreprises et salariés qui sont impactés par cette transition. Et en même temps, il faut augmenter l'attractivité de la filière pour attirer les talents pour pouvoir construire les véhicules dans le futur. Voilà. Et je passe la parole à Caroline. Merci beaucoup, Pete, pour si tu peux juste revenir là sur les deux, sur le slide défi. Donc, effectivement, comme l'a indiqué Pete, pour accompagner, enfin, pour réussir la transition énergétique qui est à l'œuvre aujourd'hui dans le secteur automobile, ou plus globalement dans la filière automobile, on a une des clés de réussite qui est de pouvoir accompagner les hommes et les femmes salariés, mais aussi futurs salariés de la filière auto. Et c'est pour cette raison que dans le cadre du contrat stratégique de filière auto, alors que nous avons travaillé avec l'ensemble de l'écosystème, c'est-à-dire avec les entreprises, qu'elles soient grandes comme petites, PME, ETI du secteur, avec des ateliers également territoriaux que nous avons pu mettre en place au niveau, pour le volet RH, nous avons déterminé deux grands axes de travail, deux grands axes stratégiques. Le premier qui est l'accompagnement des restructurations du secteur automobile, c'est-à-dire l'accompagnement des entreprises et des salariés impactés par la transition et l'accompagnement à la reconversion vers les nouveaux métiers de la mobilité, c'est-à-dire issus des nouvelles activités liées à la nouvelle chaîne de valeur, et de pouvoir également renforcer l'attractivité de la filière pour attirer les talents nécessaires et avoir les bonnes compétences au bon moment et au bon endroit, là aussi pour réussir cette transition énergétique de la filière automobile. Et en fait, de ces deux grands axes, nous en avons décliné des plans d'action concrets en nous appuyant sur des éléments de diagnostic, et notamment, et c'est le slide suivant, peut-être que Pete, je peux le faire moi-même, non, je ne sais pas, avancer. Donc, nous nous appuyons notamment, alors, pour accompagner les restructurations du secteur, nous avons besoin de savoir où nous en sommes, c'est-à-dire savoir notamment quels sont les besoins en recrutement des entreprises du secteur automobile pour nous permettre d'adapter les plans d'action au niveau national, mais également au niveau territorial, c'est-à-dire pour notamment nous rapprocher de chacune des régions qui vont notamment financer la formation des demandeurs d'emploi et qui vont devoir, et que nous allons tenter d'orienter évidemment vers nos métiers et vers les besoins de nos entreprises, donc de vous directement. Et donc pour cela, chaque année, une enquête est menée par France Travail, anciennement Pôle emploi, qui s'appelle l'enquête besoins en main-d'œuvre, pour identifier les besoins en recrutement de toutes les entreprises françaises. Et nous demandons une extraction pour les entreprises du secteur automobile. Alors pour l'amont, on ne parle pas de l'aval de l'auto, on parle bien de l'industrie automobile. Et les intentions d'embauche pour 2024 sont de plus de 76 000 intentions d'embauche qui étaient ou sont envisagées en 2024. Il y a toujours un petit temps, on obtient les résultats au mois d'avril pour l'année en cours. Comparativement à l'année dernière, nous étions à 78 000 intentions d'embauche. Donc, on est à peu près, ce sont des intentions d'embauche qui sont à peu près équivalentes, c'est-à-dire que même comme Pete vous l'indiquait, il y a eu 70 000 emplois perdus depuis 2012. Nous savons également que, d'après les études prospectives que nous avons menées, une étude qui date de 2021, j'y reviendrai d'ailleurs,
Ce sont 65 000 emplois qui sont menacés à horizon 2030 dans les années à venir au regard des évolutions de notre secteur. Alors des informations qui sont à une donnée qui est à parfaire, j'y reviendrai. Donc voilà, donc des emplois qui sont potentiellement menacés, 65 000, notre dernière donnée, mais ce sont aussi de forts besoins en recrutement chaque année que le secteur automobile a. Donc quasiment 77 000 offres, intentions d'embauche, et avec des grandes difficultés de recrutement pour ces offres d'emploi, puisque ce sont quasiment 7 offres d'emploi sur 10 qui sont redoutées comme étant difficiles, voire très difficiles à pourvoir par les entreprises. C'est plus élevé que dans tous les autres secteurs français, puisqu'on est à quasiment 58%, donc on est à 9 points d'écart, ce qui est quand même beaucoup. Alors, et on est au-dessus de certains secteurs aussi industriels. Typiquement, l'industrie pharmaceutique rencontre moins de difficultés de recrutement. Alors, il faudrait faire une analyse sur les raisons de ces difficultés moindres, et aussi avec une féminisation qui est aussi plus importante côté, par exemple, de l'industrie du médicament pharmaceutique. Donc 67% des intentions d'embauche qui sont redoutées comme difficiles par les entreprises, et c'est à peu près équivalent par rapport à l'année dernière. Et si nous allons sur le slide suivant, nous voyons ici donc toutes les intentions d'embauche qui ont été exprimées par les entreprises, avec une forte concentration, alors une répartition des offres qui sont partout en France, avec une forte concentration bien entendu dans les grandes régions automobiles, avec de forts projets de recrutement qui ont été déclarés par les entreprises en Île-de-France, mais également en Auvergne-Rhône-Alpes, également en Occitanie, également en Pays de la Loire, mais ce qui ne veut pas dire que les offres d'emploi, il n'y a pas d'offres d'emploi à pourvoir dans d'autres régions. On le voit d'ailleurs ici sur cette carte. Quand on passe aux parts de difficultés de recrutement, comme je vous l'ai indiqué, on est quasiment à 7 offres d'emploi sur 10 qui sont redoutées comme difficiles, voire très difficiles à pourvoir par les entreprises. Là aussi, les plus fortes tensions de recrutement sont annoncées en Corse, avec évidemment, s'il y a une ou deux entreprises et que les deux rencontrent des difficultés, on se retrouve avec un taux de 97%. Ce n'est pas très révélateur. En tout cas, avec des fortes tensions également en Nouvelle-Aquitaine, sachant que les tensions de recrutement, en tout cas, c'est ce que nous véhiculons et ce que nous partageons également d'après les retours que nous avons via notre réseau avec des pôles de compétitivité ARIA, qui ont donc un ancrage très fort au niveau territorial, c'est que les difficultés de recrutement sont dans toutes les régions et sur certains métiers en particulier, mais que ce soit d'ailleurs du métier d'ouvrier, d'opérateur de production ou de process industriel, jusqu'au métier d'ingénieur, c'est-à-dire Bac+5, voire Bac+8, le cas échéant. Alors, suite à tous ces éléments de diagnostic, comme je vous l'indiquais, nous mettons en place au niveau de la PFA, avec l'ensemble de l'écosystème, une stratégie emploi-formation pour accompagner les entreprises, alors toujours de manière collective. Pour cela, nous avons, alors je reviens très rapidement puisque Frédéric souhaitait aussi qu'on aborde ce sujet, pour vous montrer un peu notre organisation et comment la fièvre est intégrée finalement dans ce processus décisionnel. Donc, nous avons un conseil des présidents de la PFA. Pour faire plus simple, en fait, c'est notre conseil d'administration qui détermine toute la stratégie, qui prend toutes les décisions finalement pour la filière automobile. Donc, avec les dirigeants des constructeurs automobiles et avec le président de la FIEV, donc qui siège au niveau de ce conseil des présidents. Nous avons également une commission RH à laquelle soit le président de la FIEV siège, ou directement Frédéric Martin. Alors, une commission RH qui se réunit 1 à 2 fois par an, donc qui permet notamment alors là, la dernière, c'était qui permettait de valider notamment les grands axes du contrat stratégique de filière, donc qui ont été inscrits dans le document que nous avons signé avec l'État et les partenaires sociaux le 6 mai dernier. Nous avons également un comité de pilotage paritaire, même tripartite,
de l'EDEC Auto. Donc l'EDEC Auto, c'est un contrat que nous signons, alors en général sur la même période que le contrat stratégique de filière automobile, qui est donc signé par la PFA, par l'UIMM, par Polivia, enfin bref, par les branches du caoutchouc également, par toutes les branches du secteur automobile, avec les partenaires sociaux également, pour nous permettre, avec un budget qui est déterminé, avec l'État, c'était sur la dernière période, d'ailleurs qui se termine là en fin d'année 2024, un budget de 1,7 million d'euros pour nous permettre de mettre en œuvre le contrat, enfin du moins les actions du contrat stratégique de filière. Vous le verrez en fait, dans le cadre de cet EDEC Auto, en fait nous l'avons pour accompagner toutes les transformations, ce 1,7 million d'euros n'était pas totalement suffisant pour nous permettre de construire ou d'adapter tout l'appareil de formation et de construire les nouvelles formations liées aux nouvelles chaînes de valeur. Donc, nous avons saisi l'opportunité, enfin du moins d'autres opportunités offertes par l'État et par les régions. Mais en tout cas, ce comité EDEC Auto, je vais y revenir après, nous a permis de pouvoir mener différentes études diagnostiques pour nous permettre d'identifier de manière prospective toutes les évolutions emploi et compétences liées aux transformations, enfin aux différentes mutations et aux défis à relever par le secteur automobile. Nous avons également un comité de pilotage pour accompagner les restructurations. Et là, notamment pour accompagner les entreprises qui se portent, qui rencontrent de grandes difficultés et même qui sont placées en liquidation judiciaire. Et surtout pour accompagner leurs salariés vers d'autres emplois sur le même territoire. On a mis en place un comité de pilotage avec le cabinet de la ministre du Travail. Bon, les choses devraient évoluer. En tout cas, le comité de pilotage restera, a priori. Donc avec le cabinet de la ministre du Travail, les équipes du ministère du Travail, avec également les équipes de Bercy et les partenaires sociaux ainsi que l'UIMM pour accompagner au mieux les restructurations des entreprises et pour permettre on va dire, d'amortir le choc social et territorial d'une fermeture de site, d'une fermeture d'un site industriel. Nous avons également un comité de pilotage donc spécifiquement sur l'attractivité, puisque comme je vous l'ai indiqué, un des grands axes de travail qui a été validé par vous tous et par le Conseil des présidents également, mais en tout cas par l'ensemble de l'écosystème, c'est de pouvoir renforcer l'attractivité du secteur automobile. Et pour cette raison, nous avons monté un comité de pilotage attractivité pour déterminer des actions concrètes pour travailler ce sujet. Et là aussi, typiquement, la FIEV fait partie intégrante de ce comité de pilotage. Et nous avons enfin un comité de coordination des projets France 2030. Et comme je vous l'indiquais quand j'abordais le COPIL EDEC Auto avec les 1,7 million d'euros qui nous a permis de mener des études plutôt prospectives, en fait, le comité de coordination des projets France 2030 nous a permis de construire des projets dans le cadre de consortiums avec des représentants du monde académique, c'est-à-dire enseignement scolaire, universitaire, école d'ingénieurs, mais également organismes de formation pour travailler la formation initiale, avec tout l'écosystème également industriel pour transformer l'appareil de formation, créer des infrastructures de formation, adapter les diplômes, adapter les certifications, etc., etc. Et j'y reviens d'ailleurs juste après. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, je poursuis. Donc, l'EDEC Auto, ce contrat qui a été signé donc, pour 4 ans sur la durée du contrat stratégique de filière précédent, mais qui se poursuit là, enfin, du moins qui prend fin à la fin d'année 2024, nous a permis, avec les partenaires sociaux et avec l'État, et c'est en cela que c'est très intéressant, au-delà de l'aspect financier, c'est surtout de pouvoir mener des travaux qui nous permettent d'avoir un diagnostic partagé, donc côté employeur, côté organisation syndicale et côté État. Donc un diagnostic partagé sur différents volets. Donc ça nous a permis de conduire des études prospectives sur les métiers et notamment une étude sur l'électronique de puissance,
Donc, quels sont en fonction de la montée en puissance des véhicules électriques, finalement, quel en est l'impact sur les besoins en compétences sur l'électronique de puissance en nombre d'emplois, mais également en compétences. Une étude également sur les fonderies, suite au Dieselgate, savoir quel était l'impact sur les fonderies, où se situait-elle, quel allait être l'impact véritablement, comment accompagner les salariés qui travaillent dans ces fonderies pour les accompagner vers des nouveaux emplois, que ce soit en interne, mais voire plutôt en externe. En externe, prioritairement dans la filière automobile, mais sinon au niveau d'une autre entreprise d'un même territoire. Alors, prioritairement aussi, ou du moins dans un second temps, dans un secteur industriel, c'est-à-dire en favorisant des passerelles plutôt courtes, mais également une étude d'impact sur la transformation du secteur auto, sur l'emploi et sur les compétences. Et c'est notamment issu de cette étude que nous avons pu déterminer, alors c'était une étude de 2021, les 65 000 emplois menacés au niveau de l'industrie automobile dans les années à venir, enfin à horizon 2030. Typiquement, le futur EDEC Auto nous permettra de pouvoir mettre à jour cette étude, puisque l'étude menée en 2021, comme vous l'avez vu et comme Pete vous l'a présenté, il y a eu de nombreux investissements qui ont été faits par la filière. Il y a une carte qui montrait tous ces investissements. Tous ces investissements se traduisent pour la plupart en besoins en emploi, besoins en compétences. Donc, on a besoin de mettre à jour cette étude et de pouvoir la partager avec les partenaires sociaux, avec l'État, pour construire un plan d'action commun et mieux adapté, ou du moins actualisé, aux nouveaux besoins en compétences des entreprises au regard de toutes ces transformations et qui vont très, très, très vite dans le secteur automobile, puisque, comme j'ai tendance à le dire très, très souvent, le secteur va beaucoup plus évoluer dans les 10 prochaines années qu'il n'a évolué durant les 50 dernières. Donc, évidemment, c'est dire la marche qu'il y a à franchir. Elle est haute, mais en tout cas, on fait enfin, on met tout en œuvre pour la franchir de la meilleure manière qui soit, en accompagnant, bien entendu, nos entreprises de manière collective et au niveau de chacun des territoires. Donc, des études prospectives, mais également, Pete, pardon, merci beaucoup, également d'autres études menées dans le cadre de l'EDEC Auto, et notamment une étude de perception du secteur automobile par les Français. C'est-à-dire que le deuxième axe, le deuxième grand axe de travail déterminé dans le cadre du contrat stratégique de filière, c'est de pouvoir renforcer l'attractivité du secteur auto. Et donc, renforcer l'attractivité du secteur automobile, certes, ça ne va pas concerner une entreprise en particulier, ça va être de pouvoir travailler l'image du secteur automobile à partir des éléments forts de l'ADN qui constitue fortement le secteur automobile et l'ensemble des entreprises, qui va venir finalement en relais d'une marque employeur ou de toutes les communications que les entreprises elles-mêmes mettront en place pour recruter plus facilement des candidats directement dans les entreprises. Nous, c'est en première intention, c'est pour permettre de donner une impulsion, faire connaître le secteur automobile, faire connaître ces transformations et permettre d'orienter les jeunes et les moins jeunes vers notre secteur, vers les entreprises globalement, quelles que soient d'ailleurs les sous-filières, et de pouvoir, donc les entreprises de la FIEV évidemment sont largement impliquées sur ce projet, et de pouvoir également orienter les jeunes vers les filières de formation qui mènent au métier de l'automobile et notamment aux nouvelles compétences de l'automobile. Quand je dis nouvelles compétences, il y a aussi les compétences traditionnelles qu'il ne faut pas oublier. Avec ces compétences traditionnelles où il y a un niveau qui peut être notamment d'automatisation, qui peut être un peu plus élevé, notamment par les investissements qui sont faits dans la plupart des entreprises, et donc de pouvoir adapter tout cela. En tout cas, pour travailler l'attractivité du secteur automobile et mettre en place un plan d'action concret, nous avons souhaité, donc là aussi dans le cadre de l'EDEC, avec l'État, avec les partenaires sociaux, avec les branches, donc l'UIMM était aussi impliqué, la plasturgie également, le caoutchouc également, d'interroger les Français pour savoir quelle est la perception qu'ils ont du secteur automobile, pour nous permettre derrière de mettre en place un plan d'action qui correspond non pas à ce que nous pensons de l'intérieur,
mais pour avoir, alors si, du moins pour croiser les approches, c'est-à-dire notre perception à nous, la perception finalement de nos cibles, pour croiser ces perceptions et mesurer les écarts, et en fonction de ces écarts, nous permettre de construire un plan d'action concret. Je reviendrai sur ce plan d'action puisqu'il nous concerne tous. Juste là, je vous ai mis, en fait, dans le cadre de cette EDEC Auto, nous avons aussi mené des ateliers territoriaux pour identifier des problématiques un peu clés par territoire. Et nous avons lancé un appel à projet auprès des territoires. Donc, les UMM territoriales sont à chaque fois impliquées dans ces projets, nos pôles de compétitivité et bien entendu les entreprises du territoire sur la construction d'actions répondant, un, aux restructurations du secteur auto, deux, à l'accompagnement, au renforcement, pardon, de l'attractivité du secteur auto. Donc, on a ces différents projets qui sont menés à une échelle territoriale pour nous permettre de les expérimenter de manière extrêmement rapide et pour ensuite les mettre à disposition de toutes nos entreprises en France à partir de l'année prochaine. Donc, évidemment, je reviendrai vers vous avec la FIEF, donc avec Frédéric Martin, pour voir comment nous pourrons mettre à disposition ces outils qui sont d'ailleurs à destination prioritairement des PME et ETI du secteur auto. On peut passer slide suivant. Donc, grâce à l'EDEC Auto, en fait, dans la stratégie, enfin du moins dans le process de stratégie que nous avons mis en place, l'EDEC Auto, comme vous l'avez compris, nous a permis de dresser un état des lieux du secteur automobile. Où sont les emplois? Quelles sont les compétences aujourd'hui? Quels sont les besoins en compétences actuellement, les besoins en recrutement, avec l'étude Pôle emploi, France Travail, pardon. Également avec les études prospectives qui sont menées dans le cadre de cette EDEC. Et au regard de tous ces éléments, nous avons pu donc saisir l'opportunité de France 2030. Donc France 2030, c'est l'État qui a mis sur la table 53 milliards d'euros pour accompagner les transformations de filières stratégiques en France. La filière automobile est une filière qui est considérée comme stratégique, notamment pour accompagner la décarbonation et aller vers les zéro émissions de gaz à effet de serre. Et dans ces 53 milliards d'euros, ce sont 2,5 milliards d'euros qui sont dédiés au volet compétences. Donc, pour accompagner toute la transformation des compétences des filières stratégiques. Donc là, il fallait s'organiser au niveau de la filière pour répondre. C'était une sorte d'appel d'offres qui était mené, enfin qui était lancé par l'État. Nous avons saisi cette opportunité en constituant des consortiums en général d'une quarantaine d'acteurs, et comme je vous le précisais, des acteurs qui sont du monde académique et du monde également industriel, pour construire toute l'ingénierie de formation répondant aux transformations du secteur auto, c'est-à-dire notamment sur l'électronique de puissance. Et donc nous avons tenu compte du diagnostic que nous avons pu poser dans l'étude prospective menée précédemment grâce à l'EDEC. Nous dire, voilà, nous avions besoin de 7500 compétences à horizon 2030 qui vont concerner tel et tel volet. Et donc ce sont 125 millions d'euros d'investissements qui sont faits aujourd'hui, dont 70 millions d'euros qui sont investis par l'État et par les régions pour notre filière, pour former au moins 135 000 personnes d'ici 2030. Donc typiquement, dans le cadre de ces grands programmes qui portent sur l'électronique de puissance, qui portent sur les batteries, qui portent sur la cybersécurité, qui portent sur la digitalisation et décarbonation des mobilités, qui portent également sur l'économie circulaire ou recyclabilité, recyclage, industrie circulaire plus globalement. Typiquement, ça nous a permis de pouvoir créer le campus industrie circulaire de la mobilité et de pouvoir créer toute une offre de formation dédiée. Et notamment, je vais vous citer un module qui est mis à votre disposition, même s'il est mené à l'échelle Île-de-France. Notre objectif, c'est que
tout ce qui est mené par un échelon territorial puisse être à un moment donné diffusé à l'échelle nationale. En tout cas, nous travaillons de cette manière. Et c'est notamment, par exemple, un module de formation sur les fondamentaux de l'industrie circulaire pour bien faire comprendre aux salariés la manière dont tous les process finalement doivent être modifiés pour accompagner la transformation. Et c'est également un module qui est proposé, donc tant en formation continue, mais également pour la formation initiale, notamment pour sensibiliser les jeunes au sujet de l'économie circulaire, donc du recyclage, du réemploi, du remanufacturing, etc. Donc voilà sur ces projets. Et pour accompagner aussi donc là, on est pour accompagner les restructurations. Donc, vous l'avez compris, on a ces projets France 2030, donc 125 millions d'euros investis. Donc, les projets vont durer 5 ans. Donc là, on est plutôt sur des sujets qui sont évidemment très positifs, où on va construire les compétences de demain et notamment les compétences stratégiques. On a l'autre gros volet qui est de pouvoir accompagner et anticiper ces restructurations à venir donc dans les territoires les plus concernés, en tenant compte de la rapidité de transformation, comme j'ai pu l'indiquer aussi précédemment, en prenant en compte aussi le fait que de nombreuses entreprises ont déjà engagé leur adaptation. Et en tenant compte aussi du fait que travailler sur le curatif, c'est bien, mais travailler sur l'anticipation, évidemment, c'est mieux. Mais travailler sur l'anticipation, ça demande un accompagnement beaucoup plus complet et précis à l'échelle territoriale des entreprises qui pourraient être impactées par ces transformations, impactées positivement comme négativement, je vais le dire un petit peu comme ça. Mais en tout cas, ce travail d'anticipation est évidemment essentiel et fortement poussé également par les organisations syndicales. Et nous travaillons, on va dire, main dans la main, État, partenaires sociaux, avec l'UIMM, avec la plasturgie, avec le caoutchouc aussi, pour mettre en place un travail d'anticipation. Et j'y reviens dans un instant. En tout cas, là aussi, vous l'avez, j'espère, compris, mais tout ce que nous mettons en place au niveau de la PFA, nous le faisons de manière concertée avec déjà, en premier lieu, nos entreprises, puisque nous restons un côté patronal, mais aussi très fortement partagé avec les organisations syndicales salariées, et également avec l'État, parce que de toute façon, jouer collectif avec l'ensemble des acteurs de la filière, évidemment, est une clé de réussite de la transformation. On a besoin, évidemment, de tout cela pour réussir la trajectoire qui a été présentée par Pete. Alors, pour accompagner justement ces restructurations, nous avons mis en place, et c'était notamment suite au Dieselgate, avec les fonderies certaines fonderies qui se retrouvaient en forte difficulté. En fait, nous avons mis en place un fonds exceptionnel d'accompagnement et de reconversion des salariés licenciés dans la filière automobile, qui est doté de 50 millions d'euros, qui a été mis en place en avril 2021. Alors, au départ, qui avait été imaginé pour les fonderies, mais qui a été élargi à toutes les entreprises industrielles automobiles, qui sont des entreprises de moins de 1000 salariés, ne faisant pas partie d'un groupe, et qui réalisent un minimum de 50% de chiffre d'affaires avec une ou plusieurs entreprises du secteur automobile. Et grâce à ce fonds doté de 50 millions d'euros, donc là c'est un effort particulier qui a été fait par les constructeurs, donc par Renault et par Stellantis, qui ont mis chacun 10 millions d'euros, l'État 30 millions d'euros, pour accompagner les salariés qui ont été licenciés économiques, mais pour leur permettre de retrouver un emploi, enfin du moins de les accompagner vers un reclassement dans le territoire, c'est-à-dire une sortie positive qui est soit un nouvel emploi dans une nouvelle entreprise en tant que salarié, dans une nouvelle entreprise dans le même territoire, dans un rayon de moins de 50 km, bien entendu, parce que nous savons que la mobilité est quand même assez réduite. Elle est d'ailleurs réduite pour tous, mais d'autant plus pour certains salariés du secteur auto. Et puis, l'idée était aussi de pouvoir tenir compte des projets de vie de chaque salarié. Donc, nous avons travaillé à l'échelle territoriale.
et de pouvoir mettre en place également des mesures incitatives au retour à l'emploi, donc soit salarié dans une nouvelle entreprise, ou de pouvoir favoriser la création d'entreprises ou la reprise d'entreprises, et avec des mesures incitatives, alors notamment l'accompagnement pris en charge quasiment à 100%, enfin on est sur des projets de formation et pour des reconversions qui va jusqu'à 15 000 euros, avec des primes à l'embauche qui sont doublées par rapport à la prime à l'embauche qui est normalement versée par Pôle emploi dans un certain délai lorsque vous êtes demandeur d'emploi. Également le versement d'une indemnité différentielle de salaire pour un emploi moins bien rémunéré dans la nouvelle entreprise, donc durant un an, qui peut aller de 200 à 400 euros selon le profil. Une aide également au départ à la retraite anticipée pour les salariés de plus de 57 ans avec le rachat de trimestres pour leur permettre, parce qu'on sait que l'emploi des seniors est un vrai sujet, même si c'est une priorité posée par un gouvernement qui est travaillé également par les partenaires sociaux, mais avoir 57 ans, c'est un véritable quand même sujet encore en France. Et donc le fonds automobile a souhaité permettre à ces salariés de pouvoir partir à la retraite de manière plus rapide. Et ce sont à aujourd'hui près de 2150 salariés qui ont été accompagnés, qui sont issus de 24 entreprises. Donc, ce sont 24 entreprises en France qui ont fermé en 2 ans, qui ont fermé. Et sur ces 2150 salariés, ce sont plus de 60% d'entre eux qui ont bénéficié de cette sortie positive. Donc, ce n'est pas miracle, ce fonds. Mais en tout cas, ce qu'on constate, c'est que ce sont des mesures qui sont beaucoup plus incitative au retour à l'emploi que ce qui est fait par le droit commun, c'est-à-dire il y a des dispositifs qui sont proposés par Pôle emploi, de la formation à la reconversion, une prime à l'embauche, etc. Mais on est sur des dispositifs de droit commun à plutôt du 37% de reclassement lorsqu'on est dans le cadre de ce fonds automobile à un reclassement de plus de 60%. Donc on va dire que globalement, c'est une petite réussite. Voilà, la question évidemment se posera à l'avenir puisque nous avons consommé une grande partie de ce fonds. Nous verrons à l'avenir comment poursuivre les actions qui ont été mises en place dans le cadre de ce fonds auto pour sécuriser l'emploi dans les territoires. Donc ça, c'est le premier sujet pour accompagner les restructurations. Alors, les restructurations où là, il y a liquidation judiciaire de l'entreprise et où les salariés passent quand même par la case France Travail. On a un objectif avec les partenaires sociaux et avec l'État qui est d'éviter ce genre de situation et de pouvoir au mieux, alors grâce à tous les travaux que nous avons menés, notamment les études prospectives, grâce également aux cartes, grâce également aux investissements qui sont faits dans le secteur auto, de pouvoir faciliter les passerelles sur les territoires en les anticipant. Alors les passerelles externes pour les salariés, mais également en interne, c'est-à-dire accompagner toutes les transformations de compétences le plus tôt possible et éviter le passage par le fonds de 50 millions d'euros, le fonds automobile dont je vous ai parlé précédemment. Donc, ce que nous sommes en train de mettre en place, c'est nous avons déterminé 4 régions prioritaires. Donc, la région Hauts-de-France, la région Normandie, la région Grand Est et la région Bourgogne-Franche-Comté pour mettre en place des expérimentations sur l'anticipation, pour accompagner les entreprises qui pourraient potentiellement être fragilisées par les transformations, pour les accompagner avec l'État, avec les régions, avec les partenaires sociaux, avec tous les dispositifs financés d'ailleurs par l'État ou par les régions et également directement par le secteur, pour accompagner au mieux l'entreprise vers potentiellement des diversifications, vers des nouveaux marchés. Et de fait, et c'est pour ça que j'avais demandé également à Pete d'être avec moi aujourd'hui, parce que nous travaillons très étroitement ensemble, puisque le sujet compétitivité est très éloigné et très lié au sujet emploi-compétences, ou d'ailleurs inversement, l'un découle de l'autre.
et de pouvoir donc ensuite accompagner la transformation de l'entreprise, donc la transformation RH, donc toute la nouvelle organisation du travail, et de pouvoir accompagner les salariés en interne ou en externe vers des emplois d'avenir dans l'entreprise ou dans des entreprises externes, mais sans qu'il y ait, mais en sécurisant l'emploi, c'est-à-dire sans le passage par France Travail. Donc, c'était tout l'accompagnement que nous mettons en place pour les entreprises automobiles, pour accompagner les restructurations. Donc, c'est le premier grand volet. Donc, des études prospectives qui nous permettent d'éclairer l'avenir. Grâce à cet éclairage de l'avenir, nous construisons des projets collectifs pour adapter l'offre de formation au national et dans les territoires, la formation qu'elle soit initiale comme continue, et accompagnement des restructurations avec l'accompagnement des salariés licenciés économiques d'entreprises en difficulté, placés en liquidation judiciaire, mais aussi l'accompagnement, pour éviter ce genre de situation, l'accompagnement pour anticiper, donc l'aide à l'anticipation pour les entreprises, avec l'appui de l'ensemble de l'écosystème territorial. Premier grand volet. Deuxième grand volet, c'est le programme attractivité de la filière automobile, qui est donc notre deuxième grand axe que nous déclinons en plan d'action. Donc, comme précisé précédemment, nous avons mené une grande enquête dans le cadre de notre EDEC, beaucoup de termes, dans le cadre de notre EDEC, pour savoir quelle était la perception que les Français avaient, ou ont du secteur automobile. Donc, je vous donne en résumé quelques éléments. Donc, en gros, les Français aiment l'automobile pour 75% d'entre eux. L'industrie automobile est placée dans le top 3 des secteurs les plus appréciés, des secteurs industriels les plus appréciés par les Français, derrière l'aéronautique et derrière l'électronique. Mais entre eux, évidemment, l'électronique et l'automobile, finalement, il n'y a qu'un pas, surtout quand on parle d'électronique de puissance. Donc, on sait qu'on a des points aussi à gagner en travaillant de manière beaucoup plus ouverte et beaucoup plus en transversalité, et surtout en travaillant en transversalité. Un autre élément qui est que 75% donc, des Français aiment l'automobile. Quand on interroge les jeunes spécifiquement, on perd quelques points, on retombe à 66%, qui reste malgré tout encore élevé. En revanche, lorsqu'on interroge toujours ces mêmes jeunes, pour savoir s'ils se projettent pour venir travailler dans le secteur automobile, en fait, on retombe à 37%. Donc, on a une marche là aussi à franchir qui est importante. On a de toute évidence une attractivité qui est à travailler. Et typiquement, lorsque ces mêmes jeunes, lorsqu'on leur a présenté les transformations du secteur automobile et lorsqu'on leur a présenté les métiers qui sont exercés dans le secteur automobile, parce qu'il y avait une grande méconnaissance des métiers exercés dans le secteur auto, et notamment ceux liés à la nouvelle chaîne de valeur, eh bien, nous avons gagné 10 points. Donc, nous savons que travailler sur la communication sur les métiers du secteur automobile et notamment sur l'innovation est un élément extrêmement important pour nous permettre de développer cette attractivité vers les filières de formation, vers la filière globalement et vers les entreprises. Et après, quelque chose qui était assez marquant et assez caricatural, lorsqu'on a demandé aussi aux jeunes de savoir quel était le stéréotype d'un salarié, d'une salariée du secteur auto. Donc, ils ont spontanément indiqué, pour la plupart d'entre eux, que c'était donc un homme. Alors, ils n'ont pas totalement tort, puisque nous avons 21% de femmes dans l'automobile, comparativement à 30% dans toute l'industrie. Donc, on a encore des efforts à faire. On y arrive petit à petit à cet effort de féminisation dans les entreprises. Donc, un homme qui a en moyenne entre 50 et 60 ans, qui est un ouvrier et qui est passionné d'automobile. Donc voilà, on est dans un stéréotype vraiment hyper caricatural et on a besoin finalement de défaire cette image et de lutter contre les représentations que les Français et que les jeunes ont, qui est aussi une image assez zolesque du secteur automobile en France.
Et dans le cadre de cette enquête que nous vous mettrons à disposition, bien entendu, nous avons interrogé toujours ces mêmes Français pour savoir, en gros, qu'est-ce qu'ils mettraient en place, eux, qu'est-ce qu'ils attendraient pour valoriser le secteur automobile en France. Et ce qu'ils nous ont indiqué, c'est qu'il faudrait que nous menions une grande campagne de communication grand public pour montrer finalement toutes les transformations qui sont assez méconnues du grand public donc nationale, communication nationale. Et deuxièmement, de pouvoir mettre en place des actions pour aller à la rencontre directement de nos cibles, donc dans les territoires. Et donc, c'est ce que nous sommes en train de créer, parce que c'est en cours, qui est notamment pour le national, répondre au premier axe, qui est une communication grand public national. C'est notamment la création pour la première fois en France de la marque employeur collective du secteur automobile, pour positionner la filière comme un secteur d'avenir pour attirer les talents. Et qui va permettre de créer une identité propre et forte au secteur automobile qui n'existe pas aujourd'hui en tant que secteur fédérateur également de tout l'écosystème. Et créer aussi un sentiment d'appartenance pour les jeunes qui sont formés dans les filières de formation qui mènent au métier de l'automobile, aux enseignants également qui enseignent, mais également aux conseillers d'orientation qui aussi, et aux entreprises et aux salariés qui font partie du secteur auto. Donc la création d'une marque employeur collective qui va s'appuyer sur la marque employeur qui existe déjà aujourd'hui, qui a été créée par l'OPCO2I, puisqu'on travaille très étroitement aussi avec l'OPCO2I et avec l'UIMM, qui est la marque avec l'industrie. Donc, vous avez très certainement vu les communications avec l'industrie. Donc, il y a un logo qui a été créé avec l'industrie et c'est la marque employeur. Avec l'industrie, on a un avenir à fabriquer. Il y a un spot TV qui passe sur les différentes chaînes également. Et donc, nous appuyons, sur une déclinaison de la marque avec l'industrie pour créer notre propre marque auto, mais qui sera en lien avec cette marque avec l'industrie parce qu'on fait partie de cette grande famille industrielle. Et ça nous permettra également de pouvoir capitaliser sur toute la communication qui est faite et toute cette puissance du plan de communication avec l'industrie qui est mis en place aujourd'hui. Donc, on travaille donc d'une part sur cette marque employeur. Cette marque employeur, évidemment, sera déclinée sur tous nos supports de communication, nationaux comme territoriaux, pour créer justement un sentiment d'appartenance et surtout que les filières automobiles soient directement identifiables. Ensuite, nous sommes en train de créer une série web documentaire composée de 7 épisodes qui seront diffusés avec un grand plan de diffusion qui seront, donc ces épisodes ont mobilisé 30 sites industriels, dont des sites d'entreprises de la FIEV directement, puisque nous avons voulu montrer dans ces épisodes toutes les transformations du secteur automobile de manière originale, où ce sont d'ailleurs nos salariés, les salariés de nos entreprises qui sont les comédiens d'un jour de cette série documentaire web, avec en guest star une influenceuse automobile. Voilà, donc c'est 7 épisodes qui vont parler de propulsion électrique, qui vont parler d'écosystème industriel, qui vont parler d'hydrogène, d'ADAS, de sécurité, d'intérieur, de confort, de cycle de vie de la batterie, de l'écosystème plus globalement, de l'écosystème industriel et des usines aussi innovantes, de l'industrie 4.0 ou 5.0, en fait, sera diffusé à partir du Mondial de l'Auto parce que c'est évidemment pour l'automobile un événement clé, donc la semaine du 14 au 20 octobre. Donc cette série web sera diffusée donc sur les réseaux sociaux et lors du Mondial de l'Auto et lancée officiellement lors du Mondial de l'Auto. Nous avons également monté en 2019 un portail web qui s'appelle Mon Futur Job Auto, qui permet
qui est un véritable job board, hein. On retrouve les offres d'emploi qui sont proposées par les entreprises de la filière, donc directement en ligne. On retrouve également des informations sur les métiers. On retrouve également des outils pour faciliter l'orientation vers les métiers du secteur auto. On retrouve des éléments d'actualité aussi et de découverte, hein, du secteur automobile en France. Ce portail web créé en 2019, nous avons besoin de le rénover. Nous aurons besoin également de le relooker, donc en lien notamment avec la nouvelle marque employeur que nous sommes en train de créer, et donc avec la nouvelle charte graphique pour créer tout un écosystème évidemment cohérent. Nous rajouterons également dans ce portail web qui changera de nom, également des outils d'intelligence artificielle, notamment chatbot, etc., pour faciliter les recherches et autres pour les jeunes et les moins jeunes, et notamment les salariés en reconversion, directement sur cette plateforme. Et pour terminer, nous avons également des actions qui répondent au deuxième axe souhaité par les Français, qui est de pouvoir aller à la rencontre de nos cibles, donc directement dans les territoires, avec des actions concrètes territorialisées. Et donc, typiquement, nous allons mettre en place un Tour de France automobile en 2025 et 2026 avec 30 étapes. Donc, ce sont des véhicules électriques qui vont parcourir. Alors, on a déjà mené l'action de manière expérimentale cette année. Donc, nous allons renouveler l'expérience en 2025 et 2026, mais de manière beaucoup plus ambitieuse, pour aller à la rencontre des jeunes, des demandeurs d'emploi, des personnes éloignées de l'emploi, des prescripteurs également, c'est-à-dire des parents, mais également des enseignants, des personnels de l'orientation, avec 30 étapes partout en France pour organiser donc des découvertes des métiers, des découvertes de l'environnement de travail. Donc, on demandera aussi, on sollicitera les entreprises, et donc via la FIEV, hein, que certaines entreprises acceptent, hein, de recevoir du public et notamment des jeunes pour faire découvrir l'environnement industriel et faire découvrir également les métiers et susciter potentiellement des vocations. Des job dating seront organisés, des sensibilisations à la transition vers l'électrique et à l'écologie, à l'économie circulaire seront également proposées. Et tout cela avec l'appui de nos 8 campus des métiers et des qualifications qui sont implantés dans les 8 grandes régions automobiles. Donc, ce seront en quelque sorte des grandes fêtes de l'automobile que nous organiserons dans 30 territoires durant 2 jours en 2025 et 2026. Et pour le mondial de l'auto, nous allons aussi, donc qui a lieu là en 2024, fin d'année, fin du 14 au 20 octobre, nous allons avoir un grand espace compétences pour justement présenter l'ensemble de ce programme attractivité, mais également présenter les innovations pédagogiques liées aux innovations technologiques, bien entendu, alors liées à l'hydrogène, donc avec notamment la mise en avant du Formula Student France que nous lançons cette année. Ce sont des écoles d'ingénieurs notamment qui travaillent durant une année pour fabriquer leurs véhicules 100% électriques, qu'ils soient à batterie ou hydrogène, et qui concourent sur le circuit de Transpolis. Nous mettrons également en avant des outils de réalité virtuelle pour découvrir l'usine 4.0, enfin les usines automobiles, et différents outils également sur la maintenance des véhicules électriques à batterie, etc., etc. Donc, ce seront près de 100 mètres carrés qui seront dédiés aux compétences dans un des halls du salon, donc du mondial. Et nous accueillerons également 600 à 700 jeunes durant ce salon, et ces jeunes seront guidés dans tout le salon pour aller à la rencontre des innovations technologiques, et seront guidés durant tout le salon. Voilà, ils viendront d'ailleurs de toute la France, et l'idée est de pouvoir susciter là aussi des vocations. Donc voilà la manière dont nous, enfin du moins le plan d'action que nous mettons en place pour le volet emploi-compétences. J'espère que c'était suffisamment clair pour vous, et n'hésitez pas à poser des questions.
En tout cas, nous, on a à cœur au niveau de la PFA, puisqu'on représente toutes les entreprises du secteur auto pour l'amont, de pouvoir impliquer toutes les tailles d'entreprise et toutes les sous-filières du secteur auto. Donc, les entreprises de la FIEV sont bien entendu impliquées à chacune de nos actions. Merci beaucoup, Caroline et Pete, pour votre exposé. En écoutant notamment Caroline, je me faisais la remarque qu'au début, je vous disais, on a voulu vous informer de ce qui se fait, mais pour le resituer aussi dans le contexte du groupe de travail que j'anime sur comment la FIEV peut s'organiser au mieux à l'avenir et être plus efficace au sein de l'ensemble des entités de la filière. Je pense qu'il y a une des premières questions, et c'était aussi un des objectifs de ce webinaire, c'est que vous puissiez poser vos questions et réagir notamment. La question qu'on va attraper dans le cadre de la réflexion sur les évolutions de la FIEV, c'est sur ce sujet compétences et emploi. Vous avez vu qu'il y a énormément de choses qui se font, et la question est bien évidemment comment fluidifier, favoriser le lien entre vous, adhérents de la FIEV, et toutes ces actions pour que vous connaissiez ce qui se fait, que vous ayez accès ou que vous sachiez à qui vous adresser quand vous souhaitez avoir accès à tel ou tel dispositif. Et donc, moi, il y a au moins une question que j'ai envie de poser à l'ensemble des participants, au-delà de toute autre question sur ce qui vient d'être présenté, c'est dans quelle mesure vous êtes, pardonnez-moi l'expression, branché sur ces sujets-là, que ce soit et informé, que ce soit à travers les ARIA, que ce soit à travers des entités UIMM en région. Je sais que pour certains adhérents, il y a des liens avec les ARIA, des liens avec les UMM, mais c'est sans doute pas le cas de tout le monde. Et une des questions qu'on va devoir traiter dans la réflexion sur le devenir de la FIEV, c'est effectivement comment, pour ceux qui ne sont pas directement branchés sur l'ensemble de cette information, comment s'organiser au mieux pour que vous le soyez. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions, que ce soit sur le contenu ou faire part de vos remarques sur le fait que vous êtes, vous êtes informé ou pas informé, branché ou pas branché directement au niveau de vos entreprises sur l'ensemble de ces dispositifs, puisqu'on va essayer d'améliorer le système de communication au mieux. Voilà, donc n'hésitez surtout pas, on a un bon quart d'heure de questions-réponses. Alors, soit vous prenez la parole directement, soit je vois qu'il y a... Bonjour. Moi, Allez-y, allez-y. Ah, Oui, pardon, oui. j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui a déjà levé la main. Moi, j'ai juste Alors, mis mon micro Il n'y a pas de en problème, oral. allez-y. alors ça sera Bonjour, donc Fleur moi, je suis Laval ensuite. Cécile Clément, je suis RH pour la société TI Fluid Systems, où on fabrique des systèmes de freinage donc pour l'automobile. Ma question effectivement, c'était où retrouver effectivement, quel est le canal d'information pour retrouver l'ensemble, des moyens de communication ou de formation dont vous avez parlé? Notamment tout à l'heure, vous avez parlé des types des modules qui sont, spécifiques, que vous pouvez nous mettre à disposition. Alors j'ai compris que ce n'était pas encore tout de suite, mais style là, les fondamentaux de l'économie circulaire, ce genre de choses. Donc effectivement, quel est le canal, où peut-on trouver, facilement, s'abonner ou je ne sais pas, pour trouver ces informations? Et sinon, je vous remercie pour ce webinaire qui était très intéressant. Merci beaucoup pour votre retour et merci pour la question. En fait, nous, côté PFA, on envoie ces informations à nos adhérents qui sont, alors là, directement la FIEV, l'organisation FIEV, qui ensuite relaie auprès des entreprises. Nous, on sait aussi qu'on a, en tout cas, à structurer toute l'information qui ensuite est transmise aux entreprises. Mais en tout cas, pour avoir accès aux outils de formation, c'est directement en fait contacter, et je vous donnerai les contacts, contacter les campus des métiers et des qualifications. En fait, sur tous les projets formation, on a impliqué nos campus qui sont finalement des organismes à implanter au niveau régional, donc qui créent une véritable aussi proximité avec vous. Donc pour moi, ce seraient les campus des métiers et des qualifications. Alors évidemment, en priorité, la FIEV, hein. Nous, on transmet de l'information à la FIEV et la FIEV vous retransmet l'information. Mais après, sur du contenu plus pédagogique, donc les campus des métiers et des qualifications.
prioritairement. Deuxièmement, les pôles de compétitivité ARIA, où là aussi, on peut vous donner, et bien entendu, le contact, qui dispose des informations et des outils qu'on leur transmet également, et qui sont, pour la plupart d'entre eux, impliqués sur la construction des outils au niveau territorial. Donc, c'est Campus des métiers et des qualifications, et campus des métiers et des qualifications qui sont de notre filière. Alors, les campus des métiers et des qualifications sont un peu des sortes d'ovnis pour beaucoup, ce qui est complètement normal. En fait, les campus des métiers et des qualifications ne sont pas des organismes de formation, ils ne forment pas. Ce sont des sortes de hubs au niveau territorial qui sont créés par des filières. Et nous, ils ont été créés par nous, donc la filière automobile, avec l'État, donc avec l'académie et avec la région, avec chacune des régions, pour rassembler en un seul et même lieu le monde académique et le monde industriel pour travailler les sujets formation initiale dans un premier temps, mais aussi formation continue. Donc, en tout cas, nous, au niveau de la PFA, ce sont de véritables outils indispensables pour créer, diffuser créer avec les entreprises et diffuser auprès des entreprises tout ce qui est fait par la filière. Merci Caroline. Juste avant de passer la parole à Fleur Léval, quelques points. Bon, moi je suis tout à fait conscient que très vraisemblablement la FIEV est faible dans le relais de l'information vers ses adhérents directement, simplement pour des questions de ressources qui sont extraordinairement contraintes au niveau de la FIEV. Ceci étant, encore une fois, l'objectif de ce webinaire, en recueillant vos questions et vos remarques, c'est justement de voir comment mieux s'organiser, mais également c'est l'occasion de vous permettre d'avoir en direct et indépendamment de ce qu'on pourra faire à l'avenir, et par le biais de Caroline, là, ce que tu proposais, Caroline, d'avoir un certain nombre d'informations. Donc, si c'est possible de diffuser, enfin, à moi ou à d'autres, et on relaiera avec Marie vers tous les participants du webinaire, une liste des CMQ avec les contacts qui vont bien sur ces sujets-là. Même chose, tu Bien as sûr. tout fait, hein, une liste des ARIA avec les contacts des gens qui s'occupent de ces sujets-là aussi? Oui, avec Pete, oui, on a tout. D'accord. Donc c'est On va faire un parfait, document complet avec les deux. ça sera vraiment l'occasion, et vraiment dans la réflexion qu'on mène au niveau de la FIEV, il y a justement sur ce volet compétences formation, sachant qu'il touche un peu tous les domaines, mais sur ce volet compétences formation, l'idée c'est bien de faire un diagnostic sur quel est le plus efficace. Est-ce que finalement un lien des adhérents de la FIEV avec les CMQ, c'est finalement le meilleur moyen, et ou avec les ARIA? Est-ce que ça suffit? Est-ce qu'il y a autre chose à mettre en place pour fluidifier la circulation d'informations, sachant encore une fois que la réflexion, elle est, au niveau de la FIEV, elle est guidée par le fait qu'on cherche à faire le maximum de synergie avec tout ce qui existe, dans la mesure où en propre FIEV, les ressources et budgets sont extrêmement contraints. Voilà. Vous savez tout. Mais déjà, très concrètement, si donc de ce webinaire ressort l'idée que vous allez tous recevoir la liste des CMQ et des contacts, et la liste des ARIA et des contacts dans les domaines compétences formation, ce qui sera déjà un premier pas. Euh, Madame Léval, pardon, est-ce que vous voulez... Oui, bonjour à tous. Je voulais revenir justement sur, et en fait, c'était un peu la même question que j'avais. Je m'appelle Fleur, du coup, je suis alternante chez Tesca, donc un fabricant de textiles automobiles pour les sièges, et donc j'ai 21 ans et j'arrive seulement dans l'automobile, et je voulais revenir sur le fait qu'on nous en parle pas beaucoup, à l'école quand c'est pas une école spécialisée. Surtout que moi, j'ai fait une école de commerce, donc rien à voir avec l'automobile, et même, au lycée, au collège, en fait, on nous en parle pas, et les conseillers d'orientation ne sont pas du tout renseignés là-dessus. Vous l'avez dit, mais c'est vrai qu'il y a un gros travail à faire là-dessus, et je pense que si on n'est pas dans une école spécialisée, c'est un peu dommage, qu'on évite de nous parler de ça, et voilà, c'était aussi pour ça, pour avoir les informations, nécessaires, parce que je sais que Tesca est adhérent, de la FIEV. Pourtant, bon, en alternant, commerce, on n'a pas beaucoup d'informations dessus. Pourtant, toutes les idées qui sont passées, durant cette présentation, m'ont paru, totalement, logiques et intéressantes, et j'aimerais bien, justement faire ces salons, voir, ce qu'il y a de mis en place. Très Merci. bien, merci.
Juste une question, Caroline, parce que je m'étais aussi posé la question. À quel endroit on peut trouver et donner facilement accès aux adhérents de la FIEV à la liste à la fois des modules de formation qui sont soit déjà développés, soit en cours de développement, et des organismes et des organisations qui se mettent en place. Là, il y a énormément d'initiatives partout. Est-ce que le contact ARIA ou CMQ répond à cette question-là? C'est-à-dire que pour chaque région, à travers les CMQ et les ARIA, les gens peuvent avoir accès à ces modules, Tout soit à fait. préparés, soit en préparation. D'accord. Tout à fait. Ça va OK. être vraiment via ces contacts-là. Et je reviens, Fleur, hein, bah, je vous appelle par votre prénom. Je rebondis Oui, oui. sur ce que vous venez de dire. Effectivement, enfin, c'est bien ce qu'on a constaté dans le cadre de l'enquête, interroger les Français et les jeunes. Méconnaissance totale du secteur automobile et des Mhm. transformations, également des métiers. On sait qu'on a un énorme effort à faire parce qu'il n'y a aucune communication aujourd'hui, ou alors elle est vraiment extrêmement limitée, ou elle est faite par quelques entreprises, on va dire, qui ont pignon sur rue, Oui, enfin pour les plus grosses. Là, en tout cas, ce plan de communication, ce que nous souhaitons, c'est qu'il soit aussi très tourné PME, c'est-à-dire faire connaître le oui. secteur auto, l'écosystème. Quand on dit l'écosystème industriel, Mhm. c'est notamment toutes les entreprises, fournisseurs de l'auto, qui Oui, permettent de exactement. fabriquer l'automobile. Exactement. Et effectivement, on sait que ça va prendre du temps, donc on s'inscrit, on n'est pas dans un programme qui est, on va dire, one shot, c'est-à-dire plan de com, une année au niveau du mondial, Bien sûr. là, cette année, mais on va vraiment construire Au fur déjà, et à enfin, mesure. par rapport au financement, mais déjà sur 3 ans. 3 ans, ça va nous permettre d'installer cette communication qui Oui. ensuite, évidemment, sera reprise, on l'espère, on fera tout pour, mais reprise par tous et bien installée. Oui, bien sûr, même, moi, je suis intéressée par l'automobile, mais quand je cherchais une alternance, je me suis pas dit directement et je me suis pas dirigée directement vers les sièges. C'était quelque chose, auquel je n'avais pas du tout pensé. Pourtant, ça fait partie de la voiture, mais je Mmh. m'étais jamais dit qu'on pouvait, être lié à l'automobile, mais pas directement chez les grands constructeurs. Moi, j'avais dans la tête, les constructeurs allemands et puis c'était tout, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et merci beaucoup pour la Merci Juste à réponse. un, vous. juste un commentaire par rapport à ce que vient de dire Fleur. Pour moi, la web série va répondre complètement à ça, puisque en fait, Oui, dans la web série, on va expliquer tout un tas de choses sur la chaîne de valeur, les rangs 1, les rangs 2, les rangs 3, les rangs N, ce que fait chacun, et surtout toute la richesse des métiers qui interviennent et des compétences nécessaires qui interviennent sur l'ensemble de tous les composants et toutes les c'est ça. activités automobiles. Ça va en montrer enfin, une richesse qui, pour moi, est assez extraordinaire, qui ait fait ma carrière Oui. dans l'automobile et qui n'est absolument pas perçue. Oui. C'est Émile Et Zola, comme tu disais, c'est Caroline. ça. Et j'en profite d'ailleurs pour Frédéric, parce qu'il faut lui rendre quand même un petit ou grand hommage. Ah, Parce que cette série web, donc certes, c'est une initiative au départ de la PFA, mais quand même, s'il y a bien quelqu'un qui s'est investi dans le projet et grâce aussi à sa grande expertise, c'est bien Frédéric. pas tout seul, avec Daniel Richard, Pas mais tout donc, seul, et par le biais de mais la en tout Société des cas, ingénieurs de l'automobile, ça c'est en sûr. fait, on avait travaillé juste pour votre information, d'ailleurs, ça peut vous intéresser aussi, et je peux vous le transférer. On a écrit un livre blanc sur les besoins en compétences futures et d'avenir, qui a permis justement de prendre conscience, tout un chacun, on l'a rédigé avec l'ensemble des experts de la filière, qui nous a permis vraiment de prendre conscience de l'extraordinaire richesse et diversité des métiers et des compétences. Et c'est à ce titre-là, et fort de cette expérience, que je me suis naturellement, avec l'autre collègue de la SIA, pas mal impliqué dans la construction de la web série. Mais au passage, je réalise que ce livre blanc, si vous ne le connaissez pas, on peut aussi vous le transmettre. Y a-t-il une autre question, un autre commentaire? Ah, Le ok. livre blanc. Mais on va le diffuser à tout le monde. Alors, juste pour votre info sur ce livre blanc, il est sorti en 2021 ou 2022 de mémoire. Il y a une nouvelle mouture qui est en préparation parce qu'on n'avait pas pu aller jusqu'au bout de tous les sujets. Par contre,
Par contre, dans la première mouture de fin 21, de début 22, vous y trouverez déjà beaucoup d'éléments. Et encore une fois, qui vous permettront de voir la diversité, la richesse des compétences et des métiers. Alors, pas d'autres questions, les gens? Alors, soit vous avez été extraordinairement clair. Ah si, Cécile Clément, allez-y. J'en profite puisque j'ai quelqu'un de la FIEV. Je faisais partie il y a très longtemps de la commission compétences de la FIEV. Oui, Tous ces oui, types de compétences de commission n'existent plus. oui. Non, c'est une triste réalité, comme je le disais tout à l'heure, pour vous dire 2 mots du contexte de la FIEV et qui justifie pleinement le fait qu'on essaye de mettre un peu d'intelligence dans comment travailler au mieux dans des ressources contraintes. C'est que la FIEV, et c'est lié au contexte général de l'industrie automobile d'ailleurs, ayant, pour tout vous dire, ses cotisations assises sur les chiffres d'affaires de ses adhérents, les chiffres d'affaires ayant baissé, les cotisations et donc le budget de la FIEV a baissé, et donc il y a eu la volonté assez logique d'assurer un équilibre financier au niveau de la FIEV, et donc ça a conduit malheureusement à supprimer tout un tas de ressources qui existaient auparavant. Et là, justement, le sens profond de la réflexion qu'on mène, c'est encore une fois, dans des budgets contraints, et je ne pense pas qu'ils vont se libérer complètement à court terme, c'est comment s'organiser au mieux. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font partout. Il y a évidemment tout ce qui vient d'être exprimé par la PFA sur tout ce qu'ils font et qu'il faut mieux savoir exploiter. Donc là, on réalise à travers ce webinaire que tout simplement, tout le monde ne connaît pas les CMQ, tout le monde n'est pas en contact avec les ARIA. Et donc là, en peu de temps et moyennant relativement peu de ressources, on va pouvoir brancher les adhérents de la FIEV sur des points d'entrée extrêmement riches dans le domaine compétences, emploi et formation. Donc on est vraiment dans cette logique de comment s'organiser au mieux dans des contraintes de ressources. Mais effectivement, la commission compétences n'existe plus comme un certain nombre d'autres. Merci. Autre commentaire, question? Il est 59, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a plus... Une fois, 2 fois, 3 fois, adjugé. Bon, bah écoutez, moi, il me reste à vous remercier d'abord Caroline et Pete pour leur exposé. Je dois te dire, Caroline, que j'ai appris, même si je les avais déjà entendus, le fait de tout avoir en un seul coup dans une vision de synthèse, ça m'a permis de réaliser un Oui, certain nombre de choses. c'est sûr. Donc merci à vous, merci à tous ceux qui se sont connectés et merci pour les questions qu'il y a eu.